On a tous un tiroir mental ou même un vrai tiroir physique rempli de projets géniaux qu'on a juste abandonnés au bout de 2 ou 3 semaines. Oh oui, le fameux cimetière des bonnes idées. Exactement. Que ce soit l'apprentissage d'une langue, la création d'une entreprise ou même l'écriture d'un livre. La question centrale, celle qui nous obsède un peu tous en fait, c'est de savoir pourquoi notre cerveau est si doué pour inventer de nouveaux concepts et si mauvais pour les mener à terme. C'est le grand paradoxe de la création humaine. Complètement. Et aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans un livre vraiment fascinant de Fabien Olicard qui s'intitule « Votre idée va devenir une réalité ». On va décortiquer cette mécanique de l'abandon et surtout comprendre comment l'inverser. Ce qui marque tout de suite en plongeant dans ce texte, c'est qu'on est très loin des injonctions habituelles du type il suffit de le vouloir pour le pouvoir ». Ah oui, heureusement d'ailleurs. Ouais, on est face à une véritable autopsie de nos échecs et de nos réussites. Et c'est justement cette approche très pragmatique qui donne tout son poids au propos. L'auteur ne se positionne pas du tout en gourou infaillible. Il part d'un constat presque biologique. Notre espèce n'est pas faite pour se contenter de survivre, comme le ferait un chat sur un canapé par exemple. Ce qui serait reposant parfois. Vrai. Mais on a ce besoin viscéral de créer. Sauf que le processus de création, il est semé de pièges cognitifs. Et l'objectif de notre discussion d'aujourd'hui va être d'isoler ces pièges, de comprendre comment ils fonctionnent et d'explorer les outils très concrets qui sont proposés pour passer de la simple étincelle à la réalisation finale. Alors commençons justement par cette fameuse étincelle. En lisant les premiers chapitres, j'ai trouvé l'explication sur la naissance d'une idée particulièrement parlante. L'auteur compare carrément une bonne idée à une drogue dure. Le terme n'est pas exagéré du point de vue chimique en effet. C'est ça. Mécaniquement, quand le cerveau s'ennuie, ne serait-ce qu'un peu, il se met à créer des connexions neuronales de manière presque aléatoire. Et soudain, paf, l'ampoule s'allume. On a notre idée de génie. À ce moment précis, on ressent une décharge d'énergie colossale, une sensation de puissance. On se dit qu'on va révolutionner notre vie ou carrément notre industrie. Et cette sensation de puissance, il faut bien comprendre qu'elle est purement chimique. C'est un pic de dopamine. Et c'est exactement là que le premier grand piège se referme sur nous. Notre cerveau adore la nouveauté. Pourquoi spécifiquement au stade de l'idée ? Parce que la simple projection mentale d'un projet réussi déclenche une récompense immédiate. En gros, le cerveau nous offre le plaisir de la ligne d'arrivée alors qu'on n'a même pas encore enfilé nos baskets. Le problème de cette dopamine, c'est qu'elle ne dure pas. Elle est conçue par l'évolution pour nous mettre en mouvement, pas pour nous faire tenir sur un marathon. Mais ça explique tellement de comportements au quotidien. C'est pour ça qu'acheter un nom de domaine pour un futur site web ou s'acheter une tenue de sport flambante neuve, ça donne une satisfaction si intense sur le moment. Tout à fait. On a l'impression d'avoir déjà accompli le projet juste en sortant la carte bleue. Exactement. Et il est super rassurant de noter que ce n'est pas un problème de volonté propre à notre époque ou aux réseaux sociaux. L'auteur souligne que des figures historiques majeures, des esprits brillants comme Léonard de Vinci ou Victor Hugo, étaient en réalité de très grands procrastinateurs. De Vinci, procrastiner ? Ah, énormément. Il était constamment tiraillé entre l'exécution laborieuse d'une toile et l'excitation d'une toute nouvelle invention. Son cerveau réclamait de la dopamine fraîche, ce qui le poussait à délaisser ses œuvres en cours pour esquisser de nouveaux projets. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Joconde a mis des décennies à voir le jour. C'est dingue de se dire que même un génie absolu luttait contre ça. Oui, la mécanique humaine reste la même. La grande leçon ici, c'est que la différence entre un rêveur qui accumule les idées dans son tiroir et un réalisateur qui les concrétise, ce n'est pas le talent initial, c'est la capacité à générer de l'énergie de son propre chef quand la chimie automatique du cerveau redescend. Donc une fois que cette fameuse dopamine s'évapore et qu'on se retrouve, disons-le, seul face à la montagne de travail, comment on fait pour ne pas tout lâcher ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur raconte une anecdote de sa jeunesse qui illustre parfaitement cette nécessité d'être flexible face à l'obstacle. Oui, l'histoire de la magie. Exactement. Quand il était jeune apprenti magicien à La Rochelle, il bloquait complètement sur une technique classique de manipulation de cartes très ardue. Ça s'appelle le saut de coupe. Et pour se forcer à y arriver, il avait mis en place une méthode ultra scolaire. Il avait tracé 100 cases sur un cahier. Le but, c'était de noircir une case à chaque exécution parfaite et de laisser une case vide à chaque échec. C'est une méthode très binaire, très punitive finalement. Et ça peut s'avérer psychologiquement destructeur si l'objectif lui-même est mal calibré. Et c'est pile ce qui s'est passé.
Il accumulait les cases visibles. Son cahier devenait littéralement le symbole de son propre échec. Il était à deux doigts de tout plaquer, persuadé qu'il n'avait simplement pas le talent requis pour faire de la magie. Et c'est là, au fond du trou, qu'il a eu un déclic fondamental. Il a arrêté de s'acharner sur la forme exacte du mouvement pour s'intéresser au fond de ce qu'il essayait d'accomplir. Ce pivot conceptuel est majeur. On peut d'ailleurs le relier à un vieux paradoxe philosophique très connu, le bateau de Thésée. Ah oui, cette histoire grecque. Voilà. L'histoire raconte que les Athéniens conservaient le navire de Thésée dans leur port. Mais au fil des années, les planches de bois pourrissaient, elles étaient donc remplacées une à une par des planches neuves. La question que posent les philosophes est la suivante. Au bout d'un siècle, quand absolument plus aucune pièce d'origine ne compose le navire, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ? Et la réponse de l'auteur, appliquée à la gestion de nos projets, est brillante. Oui, l'identité de l'objectif reste la même si on change toutes les pièces de bois en cours de route. C'est ça. Face à son jeu de cartes, il a compris que le véritable ADN du fameux saut de couple, ce n'était pas la position hyper précise des doigts qui était décrite dans les manuels classiques. Non, l'ADN, c'était de pouvoir contrôler une carte secrètement. Que le mouvement soit fulgurant, invisible pour le public, et qu'il serve de joker dans un tour. Exactement. À partir du moment où il a identifié cet ADN profond, il a pu jeter son cahier de 100 cases qui le déprimait et il a inventé son propre mouvement, totalement adapté à la morphologie de ses propres mains. Ce qui est particulièrement instructif pour quiconque mène un projet, que ce soit lancer une start-up ou une démarche purement artistique, c'est le résultat de cette flexibilité. En remodelant son chemin, sans jamais trahir l'identité de son objectif, non seulement il a réussi son tour, mais il a remporté le premier prix d'un concours national de magie en 2007, les Cannes d'Or. C'est la preuve ultime de la validité du concept. Les membres du jury, qui étaient des experts, pensaient voir un saut de coupe classique exécuté à la perfection, simplement parce que l'illusion fonctionnait. L'enseignement pratique est limpide. Il ne faut jamais se laisser enfermer par le comment, au point d'en oublier le pourquoi. C'est une très belle synthèse. Si le chemin initialement prévu se révèle être un mur infranchissable, il ne faut pas se cogner la tête contre le mur. Il faut juste changer les planches du bateau. Ce qui nous amène logiquement à la phase de structuration. Parce que, être flexible, c'est essentiel, c'est sûr. Mais il faut quand même un cadre pour ne pas partir dans tous les sens à la moindre difficulté. Et au moment où l'idée surgit, on est souvent complètement aveuglé. Le texte fait une analogie super intéressante avec Steve Jobs et son fameux champ de distorsion de la réalité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans le contexte du développement d'une idée ? Le champ de distorsion de la réalité, c'est cette illusion cognitive qui est provoquée par notre propre enthousiasme. Quand on est galvanisé par une toute nouvelle idée, notre perception des contraintes est lourdement altérée. On minimise les obstacles techniques, on sous-estime largement le temps nécessaire pour accomplir les choses, et on a l'impression, au fond de nous, que l'univers entier va s'aligner par magie pour faciliter notre projet. C'est grisant sur le coup. C'est un moteur puissant pour démarrer, bien sûr. Mais c'est mortel sur le long terme. Parce qu'au premier véritable obstacle, et il y en a toujours, la désillusion est directement proportionnelle à l'enthousiasme initial. Pour dissiper ce champ de distorsion et donner une vraie viabilité à l'idée, l'auteur propose de la passer au tamis d'une méthode très connue du monde de l'entreprise, mais qu'il s'approprie totalement, la méthode SMART. Le fameux acronyme spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. C'est vrai que souvent, dans les manuels de management, c'est présenté de façon très théorique, très sèche. Mais ici, on sent que c'est un véritable outil de calibrage sur le terrain. Prenons juste les deux premières lettres, spécifique et mesurable. Si je me dis le matin, je veux développer mon business, ça ne veut rien dire pour le cerveau. C'est flou. Par contre, si je dis « je veux acquérir 50 nouveaux clients réguliers sur le secteur des cosmétiques d'ici la fin de l'année », là, le cerveau peut commencer à tracer un plan d'action mesurable. Tout à fait. L'idée doit impérativement sortir du brouillard pour devenir une cible bien nette. Mais là où l'analyse devient vraiment tranchante et originale, c'est sur le A de « ambitieux ». Dans notre culture, on a souvent tendance à recommander la prudence. On s'entend dire « commence petit, ne vois pas trop grand tout de suite ». C'est la sagesse populaire classique.
Oui, mais l'auteur prend le contre-pied absolu de ça. Il avance que si un projet manque d'envergure, s'il n'est pas au moins un peu effrayant, il ne générera jamais, au grand jamais, l'énergie nécessaire pour survivre aux inévitables baisses de motivation. L'exemple qu'il donne dans le texte est d'ailleurs mémorable. Pour clore la tournée de l'un de ses spectacles, la suite logique, la suite prudente, ça aurait été de réserver la salle de l'Olympia pour 2 dates consécutives. Ça représentait environ 4000 spectateurs au total. C'était le choix raisonnable, validé par la production. Au lieu de ça, il a choisi de louer le Zénith de Paris pour une salle date de 5000 places. Ce qui change tout. Mais oui, la différence n'est pas qu'une question de 1000 sièges supplémentaires. Faire un zénith pour un spectacle de ce genre, à ce stade, c'était un véritable saut dans le vide. Un défi logistique et financier monumental. Et c'est précisément ce vertige face à l'immensité de la tâche qui a créé ce qu'on pourrait appeler une énergie de survie. Ce projet Zénith est devenu tellement gros, tellement ambitieux, qu'il interdisait de fait l'abandon. Ce niveau d'ambition a forcé toute son équipe à se dépasser continuellement. Et ce carburant a été absolument indispensable pour tenir le cap lorsque la pandémie est arrivée et a obligé à repousser la date à de multiples reprises. C'est fou de se dire ça. Si l'objectif avait été plus modeste, la fatigue causée par les reports sanitaires successifs aurait probablement eu raison du projet. Tout le monde aurait jeté l'éponge. Viser trop petit est donc, paradoxalement, souvent plus risqué que de viser trop grand. Bien sûr, l'auteur équilibre tout de suite cette notion de folie avec la lettre suivante du SMART, le R de réaliste. L'ambition doit tutoyer les limites du possible, mais elle ne doit pas violer les lois de la physique ou de l'économie. Voilà, il faut garder les pieds sur terre tout en regardant loin. Mais le véritable clou du spectacle dans cette révision de la méthode SMART, je trouve que c'est le T pour temporel. Pourquoi est-il si fondamental, d'un point de vue cognitif, de fixer une date butoir ? Parce que sans date butoir, on devient systématiquement victime de la loi de Parkinson. C'est un principe observé dans les années 50 qui stipule que tout travail s'étire inexorablement pour remplir tout le temps qui lui est alloué. Ah, on a tous vécu ça. Oh oui, si vous vous donnez une semaine complète pour rédiger un petit rapport qui, en réalité, nécessite 2 heures de concentration, vous passerez la semaine entière à le tourner dans tous les sens, à douter de chaque phrase, à corriger des détails insignifiants de mise en page. Si vous n'avez pas de date fixe et surtout incontournable pour votre projet, votre champ d'action s'étire à l'infini. L'urgence disparaît totalement et la procrastination prend confortablement la place de l'exécution. En signant le contrat pour le Zénith à une date précise, le temps s'est mis à jouer contre lui, transformant la vague intention en une obligation absolue. C'est redoutablement efficace. Le compte à rebours est lancé. Donc, si on résume, on a une idée. On a défini son ADN grâce au bateau de Thésée. On a ajusté son ambition pour se faire un peu peur. Et on a fixé une date. Logiquement, il n'y a plus qu'à y aller, on appuie sur l'accélérateur. Sauf que c'est souvent précisément là qu'on fiche sur place. On veut être absolument sûr que le logo de notre boîte est parfait, que le business plan est infaillible, que l'équipement est le meilleur du marché. L'angoisse de la préparation parfaite. Voilà. Et c'est là que l'auteur introduit une règle que j'ai trouvée profondément libératrice. C'est la règle des 10%. Il affirme assez radicalement qu'il suffit de posséder seulement 10% des réponses à nos questions existentielles sur le projet pour enclencher la première vitesse et se lancer. C'est un remède d'une efficacité redoutable contre le perfectionnisme paralysant. L'illusion, c'est de croire qu'on peut intellectuellement anticiper tous les problèmes depuis le confort de son bureau. Ce qui est impossible. La réalité, comme le démontre très bien l'ouvrage avec de multiples cas, c'est que l'action elle-même est l'unique génératrice des 90% des réponses qui nous manquent au départ. Les vrais problèmes, ceux qui méritent vraiment qu'on y consacre du temps et de l'énergie, ne se révèlent qu'une fois qu'on est confronté au réel, au public, au marché. Il illustre ça avec le lancement d'un de ses podcasts entre amis. Humoriste. Il se posait 1000 questions techniques en amont. Quel type de micro haut de gamme acheter? Quel hébergeur professionnel choisir? Quelle fréquence de publication serait la plus optimale pour l'algorithme? S'ils avaient exigé des réponses parfaites et définitives à toutes ces questions avant d'enregistrer, le podcast n'aurait tout simplement jamais existé. Ils seraient encore en train de débattre des micros. C'est clair. Au lieu de ça, ils se sont lancés avec ce qu'ils avaient sous la main et les solutions techniques se sont imposées d'elles-mêmes au fil des premiers épisodes, par la force des choses. Et il raconte avoir appliqué exactement la même logique en 2016 lorsqu'il s'est lancé le défi complètement fou de publier une vidéo par jour sur Internet pendant 1 an. Sans rien y connaître, 10% l'a forcé littéralement à apprendre le reste sur le tas. L'urgence crée la compétence. Mais attention,
Cette mise en mouvement rapide ne doit pas non plus se transformer en chaos absolu ou en cours partout. C'est pour cela que l'ouvrage convoque d'autres outils de gestion très pertinents pour la suite, comme la matrice d'Eisenhower. Parce qu'une fois qu'on est dans l'action, on est très rapidement submergé par une multitude de tâches imprévues. Le risque majeur à cette étape, c'est de s'épuiser sur des urgences mineures et d'oublier complètement l'objectif principal de notre projet. La matrice d'Eisenhower, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est ce système de cadran qui permet de trier les tâches entre ce qui est urgent et ce qui est important, c'est bien ça? Précisément, l'action génère énormément de bruit. On reçoit des tonnes de mails, on fait face à des petits couacs techniques du quotidien, on a des notifications dans tous les sens. Et notre cerveau a naturellement tendance à se ruer sur ce qui crie le plus fort, c'est-à-dire l'urgent. Même si au fond, ce n'est pas important du tout pour l'avancée du projet. Utiliser cette matrice permet de sanctuariser du temps de cerveau disponible pour ce qui est fondamentalement important pour le projet à long terme, même si ça n'a pas l'air urgent dans la minute. C'est une boussole indispensable quand le brouillard de l'action s'installe. Surtout quand c'est combiné, comme il le suggère, à des points d'auto-évaluation réguliers pour s'assurer qu'on ne dévie pas de l'ADN de notre idée initiale. Ce qui nous amène tout droit à la gestion de notre propre énergie sur le long terme. Parce qu'on l'a dit au début, la dopamine magique des premiers jours disparaît vite. Et le livre fait une distinction très fine, presque philosophique, entre la motivation et la persévérance. C'est un peu comme comparer le carburant et l'entretien du moteur d'une voiture. La motivation, c'est l'essence qu'on met dans le réservoir au moment de partir. Ça fait avancer la voiture vite, on est joyeux, mais ça s'épuise inévitablement. Et on ne peut pas rouler qu'à la motivation. C'est impossible. La persévérance, en revanche, c'est la mécanique profonde, l'entretien régulier, le fait de continuer à rouler même quand le voyant de réserve est allumé rouge depuis 50 km. L'anecdote de son semi-marathon à Paris est une illustration assez brutale de cette différence. Il s'y est inscrit sur un coup de tête totalement porté par la motivation, sans équipement adéquat et sans aucun entraînement sérieux. Évidemment, la motivation l'a porté sur les 5 premiers kilomètres, grâce à l'ambiance et à la foule. Et après, le mur. Voilà. Ensuite, c'était le désert physique et mental absolu, la souffrance pure. Et dans ce désert, quand le corps ou l'esprit hurle littéralement d'arrêter les frais, comment fait-on appel à cette fameuse persévérance en main ? C'est là que l'auteur dévoile une technique psychologique interne assez redoutable, pour ne pas dire effrayante, le pacte avec le moi du futur. J'adore ce concept. L'erreur commune qu'on fait tous, c'est de se faire des promesses à soi-même, dans le présent, du genre « je m'y remets demain sans faute ». Le problème majeur du soi présent, c'est qu'il est très indulgent avec lui-même. Il trouve toujours d'excellentes excuses, très rationnelles en apparence, pour justifier un abandon face à la fatigue. Il faut donc faire intervenir un juge un peu plus sévère pour soi-même. Exactement. L'idée de visualiser très concrètement notre version future. La personne que l'on sera le jour de la date butoir du projet. Ce moi du futur, on l'imagine plus âgé, de quelques mois ou quelques années. Il est lucide, il a du recul sur nos actions, et surtout, il connaît parfaitement toutes nos petites faiblesses et nos mensonges internes. Il faut imaginer cette personne franchissant la porte de notre bureau aujourd'hui pour venir nous demander des comptes. Ça met une sacrée pression. Devoir justifier son manque d'effort ou sa capitulation face à cette figure omnisciente de nous-mêmes crée une pression positive immense. C'est un outil de responsabilisation d'une puissance incroyable pour maintenir l'effort quand la motivation n'est plus qu'un très très lointain souvenir. Lors de son semi-marathon, c'est l'image précise de ce qu'il ressentirait le lendemain matin face au miroir en cas d'abandon, la honte, la déception, qui l'a forcé à mettre un pied devant l'autre kilomètre après kilomètre, quitte à finir la course en marchant. Mais il a fini. Les abandons de facilité. Savoir que notre propre juge intérieur nous attend sur la ligne d'arrivée, avec les bras croisés, c'est une technique qui remet vite les pendules à l'heure. C'est clair. En fin de compte, si on rassemble toutes ces pièces qu'on vient d'analyser, on réalise que ce livre ne se contente vraiment pas de nous taper dans le dos en nous disant de croire en nos rêves. Il nous fournit la trousse à outils complète du mécanicien pour aller réparer le moteur quand il tousse sur l'autoroute. C'est tout à fait ça. Comprendre les pièges chimiques de la dopamine, accepter de changer les pièces de notre bateau de Thésée sans perdre le nord, calibrer la taille de notre ambition pour générer une énergie vitale de survie, et oser faire le tout premier pas alors qu'il nous manque 90% des réponses. C'est un changement de paradigme complet. Et tu sais, il y a d'ailleurs une dernière réflexion qui émerge de cette analyse du texte, une perspective qui, je trouve, modifie notre rapport même à l'idée d'échec. Laquelle ? Puisque notre cerveau fonctionne par association d'idées constantes et que le processus de création exige une si grande fluidité de parcours, on peut se poser la question suivante. Et si tous ces projets qu'on croyait honteusement abandonnés, ces fameux cahiers restés au fond du tiroir dont on parlait au début, et s'ils n'étaient en fait pas du tout des échecs ?
Ce serait quoi alors? Et s'il représentait simplement les brouillons indispensables, le bois usé du navire qu'il fallait obligatoirement, nécessairement laisser derrière soi, pour permettre à l'idée finale, la vraie bonne idée, d'éclore plus tard. En d'autres termes, nos plus grands succès pourraient n'être que la face visible d'une immense accumulation de projets inachevés qui nous ont formés en silence. Waouh! C'est une excellente façon de réhabiliter toutes ces tentatives passées qu'on jugeait parfois un peu durement le soir dans notre lit. Voilà qui devrait encourager chacune et chacun de nous à rouvrir ces tiroirs, non pas avec culpabilité, mais avec l'œil du mécanicien prêt à bricoler avec ce qui s'y trouve. C'est là-dessus que s'achève notre analyse du jour. On espère profondément que ces clés et ces réflexions donneront à ceux qui nous écoutent l'impulsion de passer enfin de l'idée à la réalité,